transforme ces pierres en pain, si tu es si puissant. Le millionnaire éclata de rire, mais Jésus lui donna une leçon. L'arôme d'une baguette fraîchement cuite devrait être synonyme de vie, de foyer, de bénédiction. Mais dans les 87 établissements de la boulangerie Moreau, disséminés à travers toute la Provence et s'étendant jusque dans la vallée de la Loire, cet arôme dissimulait un secret qui allait transformer l'aliment le plus sacré en un instrument de mort. Stéphane Moreau avait 58 ans et une fortune estimée à 100 millions d'euros. Son empire était né 40 ans plus tôt. Quand son père, Jean, un humble boulanger d'Avignon, lui avait légué une petite échoppe au cœur du marché des Halles. Mais là où son père voyait une vocation de service, Stéphane avait vu une opportunité de conquête. Apportez-moi le rapport sur les invendus de cette semaine. La voix de Stéphane résonna dans la salle de conseil du 22e étage de la tour d'affaires du groupe Moreau, un édifice de verre et d'acier qui dominait l'horizon d'Aix-en-Provence tel un géant de cupidité. Nicolas Dubois, le directeur des opérations, fit glisser un dossier sur la table en acajou italien. Ses mains tremblaient légèrement. Il savait que les chiffres ne plairaient pas au patron. Monsieur Moreau, cette semaine, nous avons jeté 3 tonnes et 250 kilos de produits finis. Les raisons principales, une coloration irrégulière sur un lot de pain au chocolat, des croissants présentant des bulles d'air visibles, des baguettes à la forme asymétrique, mais comestibles. L'interrompit Stéphane, ses yeux gris se plantant dans ceux de Nicolas comme des épingles de glace. Oui, monsieur, entièrement comestibles. Il ne présente que des défauts esthétiques. Parfait. Stéphane sourit, une expression de satisfaction glaciale étirant ses lèvres minces. Que tout aille directement aux bennes industrielles. Et rappelez au superviseur, en aucune circonstance, on ne donne. Si nous offrons l'imparfait, les clients penseront que notre perfection est négociable. C'était un jeudi 28 septembre, et le soleil de midi baignait les immenses baies vitrées du siège social, tandis que Stéphane et ses 5 principaux cadres dégustaient la nouvelle ligne gourmet, des croissants fourrés à la truffe noire, des pains artisanaux aux olives de Kalamata importés de Grèce, des pains de campagne à l'huile d'olive de Nyon, une huile coûtant 60 € le litre. Ce croissant est un chef-d'œuvre, monsieur Moreau, le flatta Sandrine Leclerc, la directrice marketing, léchant des miettes sur ses doigts chargés de bagues en or. Le marché du luxe nous paiera le prix que nous demanderons. Stéphane leva son verre de grand cru bordelais, une bouteille à plusieurs centaines d'euros. Il ne but pas. Cela faisait 8 mois qu'il ne pouvait rien avaler de solide sans que son estomac ne se torde d'agonie. Seul son médecin privé, le docteur Pierre Garnier, connaissait le diagnostic, adénocarcinome gastrique de stade 4. Terminal, incurable. Mais personne dans cette salle ne savait que l'empereur du pain ne pouvait plus goûter à son propre empire. L'interphone interrompit la dégustation. Monsieur Moreau, il y a un homme à la réception. Il dit qu'il doit vous parler d'un don de pain. Le rire de Stéphane fut sec, tranchant. Encore un mendiant qui veut vivre de mon travail. Envoyez-le, monsieur, la réceptionniste hésita. Il dit qu'il vient pour les 40 orphelins du foyer pour enfants La Providence. Il dit qu'ils n'ont pas mangé de pain depuis 3 jours parce que leur fournisseur a fait faillite. Stéphane échangea un regard avec ses cadres. Un sourire pervers se dessina sur son visage. Faites-le monter. Ses yeux brillèrent de malice. J'ai envie de me divertir un peu. 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. L'homme qui entra ne semblait pas de ce monde. Il était entièrement vêtu de blanc, pantalon de lin, chemise simple, sandales usées. Sa peau hâlée était tannée par le soleil. Ses mains présentaient les callosités d'un travailleur manuel, mais ses yeux bruns contenaient une profondeur qui rendait soudainement le luxueux bureau petit, superficiel. Il paraissait avoir environ 35 ans, bien que quelque chose dans sa présence suggérât un âge impossible à calculer. Bonjour. Sa voix était douce mais ferme. Mon nom est Léo. Vous pouvez m'appeler le boulanger du foyer La Providence. Je viens pour les 40 enfants dont nous avons la charge. Stéphane se renfonça dans son fauteuil de direction en cuir italien, d'une valeur de 10 000 €. Boulanger? Il arqua un sourcil. Et où est votre boulangerie? Je n'ai pas de boulangerie à moi, répondit l'homme avec humilité. Nous cuisions le pain grâce à des dons d'ingrédients, mais notre petit four est tombé en panne il y a une semaine. Les enfants ont faim. Quel dommage. Stéphane feignit la compassion tandis que ses cadres réprimaient des rires. Et je suppose que vous venez me demander quoi, exactement?
J'ai appris que vous jetiez 3 tonnes de pain chaque semaine. Du pain parfaitement comestible. Nous n'aurions besoin que de 50 kilos par semaine pour nourrir les 40 enfants. Le silence qui suivit fut tendu, électrique. Puis Stéphane éclata de rire. Ses cadres l'imitèrent immédiatement, comme des hyènes suivant le chef de la meute. Vous avez entendu ça? Stéphane s'essuya des larmes de rire. Il veut que je lui donne mon pain. Du pain qui coûte à produire, à emballer, à stocker. Savez-vous combien je perds chaque semaine avec ces invendus? 15 000 €. Mais c'est du pain qui va à la poubelle, commença Léo. À ma poubelle. Rugit Stéphane en se levant. C'est ma propriété jusqu'à ce que le camion à ordures l'emporte. Comprenez-vous le concept de propriété privée? Il s'approcha de la baie vitrée panoramique. En bas, dans le jardin de l'entreprise, il y avait des pierres décoratives importées du Luberon, chacune de la taille d'une petite baguette. Une idée cruelle, parfaite, se forma dans son esprit. Nicolas, apportez-moi 5 de ces pierres du jardin. Les grises, celles qui ressemblent à des pins. Le cadre, confus mais obéissant, descendit en courant. 3 minutes plus tard, il revint avec 5 pierres qui avaient effectivement une forme ovale similaire à un petit pain. Stéphane les plaça cérémonieusement sur la table de conseil, face à Léo. « Êtes-vous croyant » demanda Stéphane, sa voix suintant le venin. « Croyez-vous en Dieu, au miracle, à toutes ces sottises ?»« Je crois en l'amour qui nourrit ceux qui ont faim, » répondit l'homme. « Je crois en la miséricorde qui partage au lieu de détruire. » Parfait. Stéphane frappa la table. « Alors, voici la solution. Si Dieu est aussi puissant qu'on le dit, s'il se soucie vraiment de ces 40 gamins, qu'il fasse un miracle. » Il poussa les pierres vers Léo. « Transforme ces pierres en pain. Allez, si tu es si puissant, nourris tes orphelins avec des miracles au lieu de mendier mon pain. » Sandrine avait déjà sorti son téléphone pour filmer. Les autres cadres sortirent immédiatement les leurs. « Ça va devenir viral », ricana Sandrine. Un mendiant prétend qu'un millionnaire chrétien devrait donner son pain. « Touche-les », ordonna Stéphane en désignant les pierres. « Ferme les yeux, prie, fais tes tours de magie. Prouve que ton Dieu existe. » Les éclats de rire emplirent la salle. Nicolas filmait sous un autre angle. Philippe Roux, le comptable, se tenait le ventre à force de rire. « Ils vont devoir manger des pierres comme dans les contes bibliques. » cria Philippe entre deux rires. « On va voir si Dieu leur envoie la manne du ciel. » Mais Léo ne toucha pas les pierres. Il ne montra ni colère, ni humiliation, ni honte. Il regarda simplement Stéphane avec une tristesse si profonde que, pendant une seconde, le millionnaire ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis l'enfance, la peur. « Depuis combien de jours n'as-tu pas goûté ton propre pain, Stéphane » demanda doucement l'homme. Les rires s'éteignirent comme des bougies sous un coup de vent. Stéphane pâlit. « Quoi? Que as-tu dit? Ton empire s'appelle la boulangerie Moreau. Tu produis 600 000 pains par jour. Mais toi tu n'as pas mangé de pain depuis 8 mois et 17 jours. » Le silence dans la pièce était maintenant absolu, sépulcral. Les téléphones filmaient toujours, mais plus personne ne riait. « Comment ?» Stéphane recula d'un pas. Léo s'approcha, non pas de manière menaçante, mais avec la fermeté de celui qui connaît des vérités que les autres cachent. Adénocarcinome gastrique de stade 4. Diagnostiqué par le docteur Pierre Garnier le 3 février de cette année. Pronostic, 6 à 8 mois de vie. Traitement, aucun d'efficace, seulement de la morphine pour la douleur qui grandit chaque jour. Stéphane se cramponna au dossier de son fauteuil. Ses cadres le regardaient avec des yeux exorbités. « Qui t'a envoyé ?» murmura Stéphane. « Le docteur Garnier ? Ils ont piraté mon dossier ? Personne ne m'a envoyé, et personne n'a besoin de pirater quoi que ce soit pour voir ce qui est écrit sur ton corps, Stéphane. » Léo désigna le verre de smoothie nutritionnel vert que Stéphane dissimulait sous son bureau, sa seule nourriture depuis des mois. « Tu produis le pain qui nourrit 400 000 personnes chaque jour, mais ton estomac est si détruit qu'il supporte à peine les liquides. »« Hors de mon bureau !» cria Stéphane, mais sa voix était brisée, terrifiée. « Je vais partir, » dit Léo en se dirigeant vers l'ascenseur. « Mais avant, il y a quelque chose que tu dois savoir.
Il s'arrêta sur le seuil, ses yeux se plantant dans l'âme du millionnaire. Ton cancer n'est pas venu de nulle part. Il vient des mêmes produits chimiques que tu utilises illégalement dans ton pain depuis 7 ans. Des conservateurs interdits, des agents de blanchiment de la farine cancérigène, des améliorants de texture contenant des métaux lourds. Tu as donné le cancer à ton propre estomac, mais tu l'as d'abord donné à d'autres. Tu mens. Stéphane sentit le sol tanguer sous ses pieds. 34 enfants sont hospitalisés à l'hôpital public d'Avignon, âgés de 4 à 12 ans. Tous avec des lésions hépatiques sévères, 2 avec une insuffisance rénale. Leur point commun? Ils vivaient tous près de tes boulangeries. Ils consommaient tous ton pain quotidiennement dans les cantines scolaires que tu approvisionnes grâce à des contrats publics. Non, non, ce n'est pas vrai, le docteur Christophe Roussel de l'hôpital a découvert le lien il y a 5 mois. Léo secoua la tête tristement. Mais toi, tu lui as versé 200 000 € pour qu'il modifie les rapports. 150 000 autres pour le directeur de l'hôpital, et 300 000 pour le directeur de l'agence régionale de santé. Stéphane s'effondra dans son fauteuil. Sandrine laissa tomber son téléphone. Nicolas se signa inconsciemment. Les pots de vin sont documentés, continua l'homme. Des virements depuis des comptes offshore au Luxembourg. Tout est enregistré, tout est traçable. Et bientôt, très bientôt, tout éclatera au grand jour. L'homme entra dans l'ascenseur. Avant que les portes ne se referment, il dit une dernière chose. Les pierres que tu m'as offert de transformer en pain, ces pierres ont plus de compassion dans leur silence que toi dans tout ton empire, Stéphane. Parce que les pierres ne prétendent pas être ce qu'elles ne sont pas. Mais toi, tu as transformé le pain en poison, et maintenant le poison te dévore de l'intérieur. Les portes se fermèrent. Stéphane vomit du sang sur la table en acajou italien. Les cadres de la boulangerie Moreau restèrent silencieux pendant les 30 premières secondes après la disparition de l'étranger. Ils regardaient leur patron s'essuyer le sang de la bouche avec un mouchoir en soie italienne à 120 €. Appelez le docteur Garnier, murmura Stéphane. Maintenant. Nicolas sortit en courant pour passer l'appel. Sandrine, encore blême, osa parler. Monsieur, est-ce vrai pour le cancer? Stéphane la foudroya du regard. Si un seul mot de ce que vous avez entendu sort de cette salle, chacun d'entre vous sera à la rue avant la fin de la journée. Compris? Tous hochèrent la tête rapidement. Et effacez ces vidéos. Toutes. Des doigts tremblants glissèrent sur les écrans des téléphones, les vidéos furent supprimées. Mais au fond de leur cœur, chaque cadre savait que quelque chose avait changé de manière irrévocable dans cette salle. Le docteur Pierre Garnier arriva 45 minutes plus tard. Un homme de 62 ans, cheveux argentés, costume de créateur gris. Il entra dans le bureau privé de Stéphane, où le millionnaire attendait, en sueur froide malgré la climatisation réglée à 18 degrés. Qui a eu accès à mon dossier? Exigea Stéphane avant même que le médecin ne puisse le saluer. Personne, Stéphane. Tes informations sont sur un serveur privé crypté. Seul moi y ai accès. Pourquoi? Stéphane lui raconta l'histoire de Léo, chaque détail, chaque mot. Le docteur Garnier enleva ses lunettes, les nettoya lentement. Son expression était impénétrable. Stéphane, je dois te dire quelque chose que je ne voulais pas encore te dire. Quoi? Qu'est-ce qui peut être pire que ce que je sais déjà? Les produits chimiques que cet homme a mentionnés. Le docteur soupira profondément. Il y a 3 mois, quand nous avons prélevé tes dernières biopsies, j'ai envoyé des échantillons à un laboratoire à Genève, en Suisse. Je voulais comprendre l'origine de ton cancer, pourquoi il était si agressif, si rapide. Et ils ont trouvé des traces de méthyléthylcétone, de formaldéhyde et de sel d'aluminium à des concentrations très élevées. Ces composés ne sont pas utilisés dans l'alimentation, mais ils le sont dans les agents de blanchiment industriel de la farine. Stéphane sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Impossible. Nous avons des certifications sanitaires, des inspections, Stéphane, l'interrompit le médecin. C'est moi qui t'ai obtenu ces fausses certifications il y a 7 ans, tu te souviens? Tu m'as payé 8 000 € par mois pour tenir les inspecteurs à l'écart de tes usines. Tu m'as payé 40 000 € supplémentaires quand les cas d'enfants malades ont commencé à apparaître. Tu m'avais dit que c'était sans danger. Tu m'avais promis que personne ne pourrait le tracer. Et personne ne l'a tracé, jusqu'à maintenant.
Le docteur s'approcha de la fenêtre. Mais cet homme, qui qu'il soit, le sait. Il faut le faire taire, dit rapidement Stéphane. Offre-lui de l'argent, menace-le, n'importe quoi. Le docteur Garnier secoua la tête. Stéphane, il y a autre chose. Les 34 enfants qu'il a mentionnés, ils existent. J'ai moi-même traité 5 d'entre eux en consultation privée. Leurs parents m'ont payé pour que je ne signale pas les causes réelles de leur maladie. Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir une substance physique. Combien de temps me reste-t-il ? Demanda finalement Stéphane, sa voix à peine un murmure. 6 semaines, peut-être 8 si nous augmentons la morphine. La tumeur se développe de manière exponentielle. Bientôt, tu ne pourras même plus boire de liquide. Stéphane se laissa tomber dans son fauteuil. Pour la première fois en 40 ans, des larmes coulèrent sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient des larmes de rage. Ce n'est pas juste, cria-t-il, balayant tout de son bureau. J'ai travaillé toute ma vie pour construire ça. Depuis l'âge de 15 ans, à faire du pain avec mon père, j'ai tout sacrifié. Stéphane, dehors. Tous dehors. Laissez-moi seul. Le docteur Garnier sortit silencieusement. Stéphane resta seul dans son bureau avec vue panoramique sur une ville de près de 400 000 habitants. Beaucoup d'entre eux mangeaient son pain. Beaucoup d'entre eux l'admiraient, l'enviaient. Aucun ne savait qu'il était en train de mourir. Son portable vibra. Un message de Nicolas. Monsieur, nous avons retrouvé l'homme en blanc. Il est à la décharge industrielle de Gordes, là où nous vidons les invendus des 87 boulangeries. Stéphane prit les clés de sa Mercedes-Benz noire blindée de luxe. Il allait conduire lui-même. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin que cet homme lui dise comment il savait tout. Il avait besoin de quoi avait-il besoin? Il ne le savait pas, il savait seulement qu'il devait y aller. La décharge industrielle de Gordes était à 45 minutes du siège, une mer de déchets s'étendant sur des hectares, des montagnes d'ordures sous le soleil écrasant de 15 heures. Stéphane conduisit sa Mercedes jusqu'à la clôture. Les gardes le reconnurent immédiatement. « Monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda le superviseur, un homme costaud nommé Patrice Giraud. « Je cherche quelqu'un. » Un homme vêtu de blanc. « On m'a dit qu'il est ici. » Patrice fronça les sourcils. « Oui, il est arrivé il y a 1 heure environ. » Il hésita. « Il est avec eux. » Avec qui? Avec les familles. Quelle famille? Le superviseur semblait mal à l'aise. Monsieur Moreau, vous savez qu'officiellement, nous ne savons pas qu'il y a des gens qui vivent ici, dans la décharge, mais, dis-moi où il est. Patrice désigna le secteur A, où les montagnes de déchets organiques dégageaient une puanteur insupportable. Stéphane marcha dans cette direction. Son costume Armani de 4 000 € se couvrit de poussière. Ses chaussures italiennes de 1 500 € s'enfoncèrent dans une boue contaminée. Et puis il les vit. Cette famille. Cet groupe de personnes, hommes, femmes, enfants, fouillant parmi des montagnes de pain jetés. Des pains au chocolat difforme, des croissants de couleur inégale, des baguettes avec des bulles d'air. Du pain parfaitement comestible que Stéphane avait ordonné de détruire. Léo était avec eux, aidant à séparer le pain encore consommable de celui qui était déjà contaminé. Stéphane s'approcha, ses jambes le soutenant à peine. Une femme d'environ 35 ans, mince jusqu'à la dénutrition, leva les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis de reconnaissance. « Monsieur Moreau » murmura-t-elle. Stéphane la regarda. Quelque chose dans son visage lui était familier. « On se connaît ? Je suis Manon Lefebvre. Je travaillais dans votre boulangerie numéro 23. Vous m'avez licencié il y a 2 mois parce que j'ai demandé une augmentation de salaire. Je gagnais 300 € par mois en travaillant 12 heures par jour. » Stéphane sentit un poing se serrer autour de son cœur. « Voici ma fille, Chloé. » Manon désigna une fillette d'environ 5 ans, si maigre qu'elle en paraissait 3. Elle souffre de malnutrition sévère. Les médecins de la sécurité sociale disent qu'elle a besoin d'une alimentation riche en protéines et en glucides complexes, mais avec les 10 € de dédommagement que vous m'avez donnés, cela suffit à peine pour la chambre que nous louons. Stéphane regarda autour de lui, reconnut d'autres visages.
Je suis Stéphane Martin, dit un homme d'une quarantaine d'années. J'ai travaillé 8 ans comme livreur pour votre boulangerie numéro 41. Vous m'avez licencié quand je me suis blessé au dos en portant des caisses de 50 kg. Sans indemnité, car vous avez dit que l'accident avait eu lieu en dehors des heures de travail. Monique Bernard, une femme plus âgée, s'approcha. J'ai fait du pain pour vous pendant 15 ans dans la boulangerie numéro 12. Vous m'avez licencié à 60 ans sans pension, car vous m'avez embauché en contrat précaire chaque mois pendant 15 ans. Vous ne m'avez jamais donné de sécurité sociale. D'autres voix, d'autres histoires. Tous avaient travaillé pour lui. Tous avaient été jetés comme du pain imparfait. Tous mangeaient maintenant des déchets qu'ils avaient eux-mêmes aidé à produire. Tu vois maintenant, Stéphane ? La voix de Léo coupa l'air. Ces personnes ne sont pas des mendiants, ce sont tes employés. Ils ont pétri ton pain, l'ont emballé, l'ont distribué. Et tu les as si mal payés qu'ils doivent maintenant manger tes ordures pour survivre. Je ne savais pas. Stéphane sentit ses genoux fléchir. Si, tu savais, répondit fermement Léo. Nicolas t'a envoyé 14 rapports au cours des 3 dernières années sur les conditions de tes employés. Tu lui as demandé d'arrêter de t'ennuyer avec des affaires sans importance. C'était vrai. Tout était vrai. Alors, la petite Chloé s'approcha de Léo. Son petit visage était couvert de croûte, ses bras étaient des brindilles. « Monsieur le boulanger, dit-elle d'une voix faible, vous pouvez m'en donner un petit morceau ? J'ai très mal au ventre. » Léo s'agenouilla devant elle. « Tu as mal à l'estomac, ma petite ?» Elle hocha la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues sales. L'homme la serra dans ses bras. Puis il posa sa main sur le front de la fillette. Ce qui se passa ensuite défia toute logique. Une lumière douce, dorée, émana de la main de l'homme. Ce n'était pas brillant comme un projecteur, mais chaud, enveloppant, comme le premier rayon de soleil perçant des nuages d'orage. Chloé ferma les yeux, son corps trembla, et puis sa peau reprit des couleurs, ses bras s'étoffèrent, son ventre distendu par les parasites redevint normal. En l'espace de 30 secondes, la fillette passa de l'apparence d'un squelette vivant à celle d'une enfant de 5 ans en pleine santé. Manon cria, se jeta à terre, serra sa fille dans ses bras. « Chloé ! Chloé, tu vas ?» La fillette ouvrit les yeux. Ils étaient clairs, brillants, pleins de vie. « Maman, je n'ai plus mal du tout. J'ai faim, mais c'est une faim normale. » Les 6 autres familles observaient, partagées entre l'émerveillement et une crainte respectueuse. Stéphane recula, trébuchant sur des ordures. « Qu'est-ce que tu es ?» murmura-t-il. Léo se releva. Il s'essuya les mains sur son pantalon blanc, maintenant taché de saleté. « Je suis celui qui guérit les cœurs brisés, dit-il simplement. Je suis celui qui nourrit les affamés. Je suis celui qui voit les invisibles. » Stéphane tomba à genoux. Pas par révérence, par désespoir. « Alors guéris-moi !» cria-t-il. « Si tu as ce pouvoir, guéris-moi. Je te donnerai ce que tu veux, de l'argent, la moitié de ma fortune, 50 millions d'euros. » L'homme le regarda avec une tristesse infinie. « J'ai guéri celle que tu as empoisonnée, Stéphane. J'ai guéri la fillette dont tu as détruit l'estomac avec tes produits chimiques illégaux. Dont tu as volé la santé avec tes salaires de misère. Dont tu as piétiné la dignité avec tes licenciements injustes. Mais je suis malade aussi. » Stéphane pleurait maintenant sans retenue. « Moi aussi, j'ai besoin d'être guéri. »« Ta maladie n'est pas seulement dans ton estomac, » répondit Léo. « Elle est dans ton cœur. Et ça, c'est une maladie que je peux guérir, mais que tu dois vouloir guérir. Je le veux. Je veux guérir. Je ferai n'importe quoi. » L'homme s'approcha. Il posa sa main sur la poitrine de Stéphane. « Es-tu prêt à vendre tout ce que tu as et à le donner aux pauvres ?» Stéphane hésita. Juste une seconde. Mais ce fut suffisant. « J'ai une famille, des obligations, des actionnaires », l'homme retira sa main. « Alors, tu n'es pas encore prêt, Stéphane. Tu aimes encore plus ton empire que ton âme. » « Non, ce n'est pas vrai. » Mais Léo s'éloignait déjà, tenant la petite Chloé par la main. Les 7 familles le suivaient. « Attends. » Stéphane tenta de se relever,
mais ses jambes ne répondirent pas. Dis-moi au moins qui tu es. J'ai besoin de savoir. L'homme s'arrêta. Il ne se retourna pas. Demain, tu le sauras, dit-il simplement. Demain, tout le monde le saura. Et ils partirent, laissant Stéphane Moreau agenouillé dans une mer de pain jeté, entouré par les preuves de sa cupidité, mourant de la même maladie qu'il avait infligée à des enfants innocents. Patrice, le superviseur, le retrouva 3 heures plus tard, toujours au même endroit, le regard vide. « Monsieur Moreau, ça va ?» Stéphane ne répondit pas, répétant seulement, encore et encore, « Demain, je saurai. Demain, tout le monde saura. » Stéphane Moreau ne retourna pas à son bureau cet après-midi-là. Il ordonna à son chauffeur, Bernard Petit, de le conduire à sa résidence, une demeure de 3 étages dans un domaine privé du Luberon, évaluée à 7 millions d'euros. La maison était vide, comme toujours. Sa femme, Monica, était morte 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque foudroyante. Ses 2 enfants, Lucas, 32 ans, et Léa, 29 ans, vivaient respectivement à Paris et à Miami. Il lui parlait à peine. La dernière conversation avec Lucas s'était terminée en cris lorsque son fils lui avait demandé la permission d'épouser une institutrice. Les Moreau n'épousent pas des employés, avait rugi Stéphane. Trouve quelqu'un de notre rang. Lucas s'était marié quand même. Stéphane n'avait pas été invité. Maintenant, assis dans son salon en marbre blanc de Carrare avec des meubles de designer allemand valant 150 000 €, Stéphane était complètement seul. Il alluma la télévision. TF1, le journal du soir. La présentatrice, Camille Rousseau, une jeune femme à l'allure professionnelle, apparut à l'écran. En dernière minute, 34 enfants qui étaient hospitalisés à l'hôpital public d'Avignon avec de mystérieux symptômes d'intoxication sont tous sortis simultanément cet après-midi. Les médecins n'ont aucune explication pour ces guérisons soudaines. Le docteur Christophe Roussel, spécialiste en toxicologie, a déclaré que les analyses précédentes montraient des dommages hépatiques et rénaux irréversibles, mais que les examens de cet après-midi montrent des organes en parfaite santé. Stéphane sentit un frisson le parcourir. La présentatrice continua, plus étrange encore, tous les parents rapportent qu'un homme vêtu de blanc a visité l'hôpital vers midi, passant de chambre en chambre, posant ses mains sur le front de chaque enfant malade. Les gardes de sécurité n'ont aucune trace de son entrée ou de sa sortie de l'hôpital. Stéphane éteignit la télévision avec des mains tremblantes. Son portable sonna. C'était Nicolas. Monsieur Moreau. Il y a un problème. Quoi, encore? La vidéo celle que nous avons enregistrée ce matin de vous et de l'homme en blanc. Vous ne les avez pas effacées? Si, nous oui. Mais quelqu'un d'autre enregistrait. Quoi? Le système de sécurité du siège a des caméras dans la salle de conseil. Le technicien système, Théo Fournier, les vérifie chaque soir. Il a vu toute la vidéo et monsieur, il l'a déjà mise sur les réseaux sociaux. Stéphane sentit le monde s'arrêter. Quand? Il y a 3 heures. Elle a déjà 2 millions de vues. Les commentaires monsieur, les gens sont furieux. Stéphane ouvrit son ordinateur portable, alla sur X, anciennement Twitter. Son nom était le sujet tendance numéro 1 en France. La vidéo était là, en entier. Du moment où Léo demandait du pain pour 40 enfants jusqu'à celui où Stéphane posait les pierres sur la table en criant « Transforme ces pierres en pain ». Mais ça ne s'arrêtait pas là. Quelqu'un avait monté la vidéo en ajoutant des sous-titres et une musique dramatique. Puis, des images de la décharge de Gordes, montrant les 7 familles mangeant du pain jeté. Ensuite, des extraits du journal télévisé sur les 34 enfants miraculeusement guéris. Et à la fin, une question en lettres rouges, qui est l'homme en blanc? Les commentaires étaient dévastateurs. Moreau, vous êtes un monstre. Comment pouvez-vous gaspiller de la nourriture pendant que des enfants ont faim? Mon fils était l'un des 34 enfants malades. Maintenant, je sais qui nous a empoisonnés. Justice pour Moreau. J'ai travaillé pour cet homme. Il nous payait des salaires de misère. C'est un exploiteur. Boycott boulangerie Moreau. L'homme en blanc est un ange. Moreau est un démon. Stéphane ferma l'ordinateur portable, vomit du sang sur son tapis perçant de 25 000 €. Son portable n'arrêtait pas de sonner. Journaliste, actionnaire, avocat. Il éteignit le téléphone,
se traîna jusqu'à sa chambre. Il prit de la morphine, trop de morphine. La douleur physique était insupportable, mais pire encore était la douleur de savoir que son secret, les produits chimiques, les pots de vin, l'exploitation serait bientôt publique. Il ferma les yeux. Il rêva. Dans le rêve, il était de retour dans la boulangerie de son père. Il avait 15 ans. Son père, Jean Moreau, un homme humble, aux mains calleuses et au cœur noble, lui apprenait à faire le pain parfait. « Mon fils, disait son père en pétrissant la pâte, le pain est sacré. C'est ce que Jésus a partagé à la dernière scène. C'est ce qui nourrit le pauvre et le riche de la même manière. Ne te sers jamais du pain pour t'enrichir. Sers-toi de ta richesse pour faire plus de pain. » Mais papa, protestait le jeune Stéphane, si on donne le pain, comment allons-nous grandir? Son père souriait. La graine que l'on sème semble mourir, mais elle porte du fruit en abondance. Le pain que l'on donne semble perdu, mais il nourrit l'âme. Ne l'oublie jamais, mon fils. Mais Stéphane l'avait oublié. Il se réveilla à 3 heures du matin, trempé de sueur. Il alluma son portable. Il avait 432 messages non lus. Il les ignora tous, sauf un. C'était du docteur Garnier. Stéphane. Le parquet national financier vient d'émettre un mandat de perquisition pour toutes les boulangeries et le siège. Ils ont trouvé les registres des pots de vin. Demain à 10 heures, ils exécuteront les mandats. Je suis désolé. C'est chacun pour soi maintenant. Stéphane regarda l'heure. 3h17. Il lui restait moins de 7 heures. Il s'habilla rapidement, prit les clés de sa Mercedes, il allait conduire jusqu'au siège, détruire des documents, effacer des serveurs, faire tout ce qui était nécessaire. Mais lorsqu'il arriva dans le parking de sa résidence, il trouva quelque chose qui le figea sur place. Là, appuyé contre sa Mercedes blindée de luxe, se tenait Léo. Ce n'était pas possible. Stéphane vivait dans un quartier résidentiel ultra privé avec 3 niveaux de sécurité. « Comment es-tu entré » murmura Stéphane. « J'ai marché, » répondit simplement l'homme. « Les gardes ne m'ont pas vu. Mais toi, tu me vois. Parce que tu as besoin de me voir. » Stéphane sentit ses jambes faiblir. « Que me veux-tu » Léo s'approcha. « Je ne veux rien de toi, Stéphane. Je veux te donner quelque chose. » « Quoi » ? « Une dernière chance. » L'homme tendit la main. Dedans, un simple morceau de pain, une baguette ordinaire, probablement issue des invendus de la décharge. « Prends-le, dit l'homme. Je ne peux rien manger de solide. Prends-le quand même. » Stéphane, tremblant, prit le pain. Il était doux, frais, bien qu'il ait probablement été jeté il y a des jours. « Maintenant, mange, ordonna Léo. Je te dis que je ne peux pas. Mon estomac est, mange. Pour la première fois en 8 mois, mange du pain. Stéphane approcha la baguette de sa bouche. Il mordit. Le pain avait le goût de son enfance. Des matins à aider son père au fourni, de l'époque où faire du pain était une vocation, pas un business. Il déglutit. Il attendit la douleur atroce. Elle ne vint pas. Il mordit à nouveau, déglutit. Rien. Le pain descendait doucement, sans douleur, sans sang. Stéphane se toucha l'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Je te montre que je peux te guérir, Stéphane. Que j'en ai le pouvoir. Léo le regarda droit dans les yeux. Mais le pouvoir de guérir le corps est inutile si l'âme reste malade. Qui es-tu? Demanda Stéphane pour la énième fois. Je suis celui qui a partagé 5 pains et nourri 5000 personnes. Je suis celui qui a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis celui qui a été tenté dans le désert de changer les pierres en pain et qui a refusé, car l'homme ne vit pas seulement de pain. Stéphane recula. Son dos heurta la Mercedes. Non, non, ce n'est pas possible. Léo étendit ses mains. Là, dans ses paumes, des cicatrices. Vieilles, profondes. Tu m'as demandé de transformer des pierres en pain pour 40 orphelins. Mais je ne suis pas venu en ce monde pour faire des tours de magie afin d'impressionner les orgueilleux. Je suis venu donner ma vie comme un pain rompu pour nourrir ceux qui ont faim de justice.
Les cicatrices brillèrent de cette même lumière dorée. Tu as transformé le pain, symbole de vie, en instrument de mort et de cupidité. Tu as utilisé des produits chimiques qui ont rendu des enfants malades. Tu as payé des salaires de misère tout en accumulant une fortune colossale. Tu as jeté 3 tonnes de nourriture par semaine pendant que tes propres employés mangeaient dans tes poubelles. Je suis désolé, Stéphane tomba à genoux. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pourquoi te repens-tu, Stéphane? Parce que tu as été découvert? Parce que tu es en train de mourir? Ou parce que tu vois sincèrement la douleur que tu as causée? Silence. Stéphane ne pouvait pas répondre, car il connaissait la vérité. Il regrettait d'avoir été découvert, pas le mal qu'il avait fait. Demain à 10 heures du matin, dit Léo, la justice humaine frappera à ta porte. Ton empire s'effondrera. Ton nom sera synonyme de cupidité et de cruauté. Mais même maintenant, à 3h34 du matin, je t'offre le salut. Qu'est-ce que je dois faire? Confesse publiquement. Rends ce que tu as volé. Utilise ta fortune pour dédommager tes victimes. Donne les 87 boulangeries à une fiducie publique pour nourrir les pauvres et accepte la prison que tes crimes méritent. C'est tout perdre. Oui, répondit Léo. C'est perdre ta vie pour la trouver. Stéphane regarda le sol. La baguette à moitié mangée était là, lui rappelant qu'il pourrait y avoir la guérison, qu'il pourrait y avoir la paix. Mais il devrait tout sacrifier. Il leva les yeux pour répondre, mais Léo n'était plus là. Il avait disparu, laissant Stéphane seul sur son parking privé, tenant une demi-baguette avec une décision qui changerait son destin éternel. L'horloge indiquait 3h41. Il lui restait 6h19. Stéphane Moreau resta agenouillé sur son parking pendant 47 minutes. La baguette à moitié mangée reposait dans sa main droite, son portable dans la gauche. 2 chemins s'offraient à lui. Il pouvait appeler ses avocats, les meilleurs qu'une fortune colossale pouvait s'offrir, et se battre. Détruire les preuves, corrompre plus haut, fuir le pays si nécessaire. Ou il pouvait faire ce que Léo avait suggéré. Tout confesser. Tout perdre. À 4h28, il prit sa décision. Il composa le numéro de son avocat principal, maître Vincent Lambert, un requin du barreau qui avait sorti de prison 3 barons de la drogue et des politiciens corrompus. Stéphane? Tu sais quelle heure il est? La voix endormie de Lambert était irritée. Vincent, j'ai besoin que tu viennes chez moi. Maintenant. Prépare un plan d'évacuation. Compte offshore, vol privé, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Demain à 10h, le PNF débarque avec des mandats de perquisition. Ils savent pour les produits chimiques, les pots de vin, tout. Silence à l'autre bout du fil. Puis, donne-moi 2 heures. Je peux te faire sortir du pays avant 7 heures. J'ai des contacts à Monaco. Parfait. Et Vincent, apporte des documents pour transférer des actifs. Je dois déplacer l'argent cette nuit. Il raccrocha. Il avait choisi. Pas le repentir, pas la confession. La fuite. Il se leva, jeta la baguette à la poubelle et entra dans sa demeure pour faire ses valises. Mais quand il arriva dans sa chambre, quelque chose d'étrange se produisit. La baguette était sur son lit. La même qu'il venait de jeter dans la poubelle du parking. Mais qu'est-ce que... Stéphane la prit. C'était la même. Elle portait la trace de sa morsure. Il l'emmena dans la salle de bain, la jeta dans les toilettes, tira la chasse. Il retourna dans la chambre. La baguette était sur son oreiller. Le cœur de Stéphane battait la chamade. Il prit le pain, sortit sur son balcon du 3e étage et le lança aussi loin qu'il put dans le jardin. Il rentra, ferma la porte du balcon à clé. Quand il se retourna, la baguette était sur sa table de nuit. « Laisse-moi tranquille !» cria Stéphane dans le vide. Alors il entendit la voix. Pas avec ses oreilles, mais à l'intérieur de sa tête. Le pain de vie te poursuit, Stéphane, mais tu cours vers la mort. Tu n'es pas réel. J'hallucine à cause de la morphine. La morphine te fait voir des baguettes se multiplier? Ou ta conscience te montre-t-elle ce que tu refuses d'accepter? Stéphane s'effondra sur son lit. Il prit la baguette avec des mains tremblantes.
Si tu es vraiment qui tu prétends être, murmura-t-il, alors prouve-le. Guéris-moi complètement, maintenant, sans condition. La baguette resta silencieuse dans sa main. Juste du pain. C'est bien ce que je pensais. Stéphane la lança contre le mur. Tu n'es rien, juste les hallucinations d'un homme mourant. Mais quand la baguette frappa le mur, elle explosa en une lumière dorée. Et de cette lumière émergea Léo. Cette fois, il n'était pas seul. Avec lui, il y avait 34 enfants, les mêmes qui avaient été hospitalisés. Maintenant en bonne santé, vibrants, vivants. Il y avait cette famille, celle de la décharge, Manon avec la petite Chloé, Stéphane Martin, Monique, tous. Il y avait d'autres gens, des centaines, des milliers. Des visages que Stéphane reconnaissait vaguement, des ex-employés licenciés injustement, des fournisseurs escroqués, des concurrents détruits par des pratiques déloyales. Il ne parlait pas. Il le regardait, simplement. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura Stéphane, terrifié. Une vision? Un jugement? C'est la vérité, répondit Léo. Chaque personne que ta cupidité a blessée, chaque vie que ton avarice a brisée. Ils sont tous là, témoins de ta dernière décision. Va-t'en. Emmène-les. Je ne peux pas, dit l'homme. Parce qu'ils vivent dans ton âme, Stéphane. Chaque injustice que tu as commise est gravée non seulement dans les documents du PNF, mais dans ton esprit éternel. Léo s'approcha, posa sa main sur la poitrine de Stéphane. Je sens ton cœur, Stéphane. Je sens comment il s'endurcit à chaque seconde qui passe. Je sens comment tu choisis la fuite plutôt que la rédemption. La lâcheté plutôt que le courage. Je ne suis pas un lâche. Je suis un survivant. J'ai bâti un empire. Tu as bâti une tour de Babel avec du pain empoisonné, répondit l'homme. Et comme toute tour construite sur l'orgueil, elle tombera. La question est, tomberas-tu repentant ou impénitent? Stéphane repoussa l'homme. Tu veux du repentir? Je vais t'en donner. Il tomba à genoux de façon théâtrale. Pardonne-moi, ô Dieu Tout-Puissant. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis indigne. Ces mots étaient corrects, mais son ton était moqueur. Léo secoua la tête tristement. Tu ne peux pas me tromper avec des mots mémorisés, Stéphane. Je lis les cœurs, pas les lèvres. Alors que veux-tu de plus? Je veux que tu vendes tout ce que tu as et que tu le donnes aux pauvres. Je veux que tu confesses publiquement tes crimes. Je veux que tu passes tes derniers mois dans une cellule, pas dans une demeure de luxe. Je veux que tu meures pauvre en argent, mais riche en miséricorde. C'est impossible. Je sais, répondit Léo. C'est pourquoi un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. On entendit un moteur dehors. Maître Lambert était arrivé. Stéphane regarda Léo, puis la fenêtre où son avocat attendait avec les documents pour sa fuite. Je dois y aller, dit-il finalement. Je sais, répondit Léo avec une tristesse infinie. J'ai toujours su que tu choisirais cela. Alors pourquoi es-tu venu? Pour me torturer? Je suis venu pour te donner la chance que tu donnes à tes pains invendus. La chance d'être utile, même si tu es imparfait. Mais toi, contrairement au pain, tu peux choisir. Et tu as choisi la décharge éternelle plutôt que le banquet céleste. L'homme étendit ses mains une dernière fois. Les cicatrices brillaient. Ces marques, dit-il, je les ai reçues pour des gens comme toi, Stéphane. Orgueilleux, cupide, perdu. Je suis mort en espérant qu'un jour, même le pire des pécheurs pourrait se repentir. Mais je ne peux forcer personne. Le repentir est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Stéphane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine pendant une microseconde. Presque. Mais le klaxon de la voiture de Lambert retentit en bas, et le moment passa. Adieu, dit Stéphane en se dirigeant vers la porte. Ce n'est pas un adieu, répondit Léo. C'est un à bientôt. Parce que tu me reverras, Stéphane. Tout le monde me verra. Mais la prochaine fois, je ne viendrai pas comme un humble pain pour être rejeté. Je viendrai comme un juge pour séparer le bon grain de l'ivraie. Stéphane sortit de la pièce sans regarder en arrière. Quand il ferma la porte,
toutes les silhouettes s'évanouirent. Seule la baguette resta sur le lit, coupée en deux comme un cœur brisé. À 5h47, Stéphane Moreau monta à bord d'un jet privé à l'aéroport d'Avignon-Provence, à destination de Monaco. Il emportait avec lui 60 millions d'euros sur des comptes offshore et de faux papiers. À 10h, les agents du parquet national financier arrivèrent au siège du groupe Moreau avec des mandats de perquisition. Ils trouvèrent les 87 boulangeries, mais pas Stéphane. À 11h30, toutes les chaînes d'information nationales diffusaient la même histoire, le magnate du pain fuit le pays après la révélation d'un scandale de produits chimiques illégaux et de pots de vin millionnaires. La vidéo de Léo exigeant que Stéphane transforme les pierres en pain avait déjà 50 millions de vues. Et dans les églises, les foyers et les chœurs de toute la France, les gens se demandaient qui était cet homme en blanc. Certains disaient un ange, d'autres un prophète. Certains, à voix basse, osaient prononcer le nom que Stéphane avait refusé d'accepter. Mais une chose était sûre. Stéphane Moreau avait vu la vérité en face et l'avait rejetée. 4 mois et 3 jours plus tard, dans une clinique privée de Monaco, Stéphane Moreau gisait sur un lit d'hôpital, relié à une machine de morphine intraveineuse. Son corps, qui pesait autrefois 92 kg de muscles et d'autorité, n'était plus qu'un squelette de 53 kg, couvert d'une peau grisâtre. Le cancer avait dévoré son estomac, son foie, son pancréas, et avait finalement atteint ses poumons. Les médecins monégasques lui avaient donné une semaine à vivre. C'était il y a 10 jours. Stéphane refusait de mourir, car mourir signifiait affronter ce qu'il avait passé sa vie à nier. Monsieur Moreau, entra le docteur Valérie Girard, une oncologue spécialisée en soins palliatifs. Vos signes vitaux sont vous ne devriez pas être conscient. La douleur doit être insupportable. Plus de morphine, murmura Stéphane d'une voix rauque. Vous êtes déjà à la dose maximale. Si j'augmente, votre cœur s'arrêtera. Bien. La docteure secoua la tête. Il y a quelqu'un dehors qui insiste pour vous voir. Un prêtre catholique. Il dit qu'il vient de France spécialement pour vous voir. Je ne veux pas de curé. Il dit qu'il apporte un message de l'homme en blanc. Les yeux de Stéphane s'ouvrirent brusquement. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Faites-le entrer. Un homme d'environ 60 ans entra, en soutane noire, cheveux argentés, des yeux bienveillants mais fermes. Il se présenta. Je suis le père Jean-Luc Martin, curé de l'église Notre-Dame de Gordes. Je viens parce que, il hésita, parce que quelque chose d'extraordinaire est arrivé dans ma communauté il y a 4 mois. L'homme en blanc, Stéphane pouvait à peine parler. Oui. Il est venu à notre église le jour où vous avez fui à Monaco. Il a amené avec lui cette famille qui vivait dans la décharge, mangeant du pain jeté. Il a amené 34 enfants qui avaient été miraculeusement guéris d'une intoxication chimique. Le père s'assit près du lit. Il n'a jamais dit son nom. Il a seulement dit, donnez ce message à Stéphane Moreau quand il sera sur le point de mourir. Il est encore temps pour le voleur repentant. Même à la dernière heure. Des larmes coulèrent sur le visage émacié de Stéphane. Il est tard, murmura-t-il. J'ai tout perdu. Racontez-moi, dit doucement le prêtre. Et Stéphane raconta tout. Il raconta les produits chimiques illégaux, les pots de vin, les 34 enfants empoisonnés, les 7 familles mangeant des ordures, sa fortune de 100 millions construite sur l'exploitation et la cupidité. Il raconta l'histoire de l'homme en blanc qui lui avait demandé de transformer des pierres en pain, des opportunités de repentance rejetées, de sa fuite lâche. Quand je suis arrivé ici, continua Stéphane entre des sanglots de douleur, j'avais 60 millions sur des comptes offshore. J'ai payé 150 000 euros par mois pour cette suite privée. J'ai engagé les meilleurs médecins. J'ai acheté tous les traitements expérimentaux. Et l'argent n'a pas arrêté le cancer. Au contraire, plus je dépensais pour me sauver, plus la tumeur grandissait vite, comme si Dieu lui-même accélérait mon jugement. Le prêtre hocha la tête. L'argent mal acquis est comme de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Plus on l'utilise pour se sauver, plus il nous condamne. Il y a 3 semaines, Stéphane toussa du sang, je me suis retrouvé sans argent. Les avocats monégasques m'ont volé la moitié. Les médecins ont pris le reste. Maintenant, je suis dans la salle commune de l'hôpital, l'endroit même que j'ai détesté toute ma vie. Et qu'avez-vous appris dans la salle commune ? Stéphane regarda le plafond.
Ses yeux étaient creusés, sans vie. Que les pauvres que j'ai méprisés toute ma vie ont plus de paix que moi. Il y a une dame dans le lit d'à côté, Madame Marie Dupont. Elle a 72 ans, un cancer tout aussi terminal que le mien. Mais elle sourit, chante des hymnes, lit sa Bible usée. Lui avez-vous demandé pourquoi? Oui. Stéphane ferma les yeux. Elle m'a dit, parce que j'ai déjà remis ma vie à Jésus. Que je gagne ou que je perde cette bataille contre le cancer, j'ai déjà gagné la guerre pour mon âme. Sage femme. Je lui ai dit que je croyais aussi en Dieu, que j'allais à la messe tous les dimanches depuis 40 ans. Stéphane rit amèrement. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Quoi? Croire que Dieu existe et avoir Dieu dans son cœur sont deux choses très différentes, mon petit. Les démons aussi croient, et ils tremblent. Le père Jean-Luc sourit. Madame Marie a raison. Jacques 2h19. Stéphane ouvrit les yeux. Père, dites-moi la vérité. Est-ce trop tard pour moi? Le prêtre prit la main décharnée de Stéphane. Jésus est mort entre deux voleurs. L'un s'est moqué de lui jusqu'à la fin. L'autre, dans son dernier souffle, a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Savez-vous ce que Jésus a répondu? Stéphane secoua faiblement la tête. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pas demain. Pas après avoir payé tes dettes. Pas après avoir réparé tes erreurs. Aujourd'hui. Mais mes crimes, les enfants empoisonnés, les familles exploitées, vous ne pouvez pas défaire le passé, Stéphane. Mais vous pouvez changer la fin de votre histoire. Vous pouvez encore mourir repentant. Vous pouvez encore utiliser vos dernières paroles pour confesser, pour avertir, pour demander pardon. Comment? Le prêtre sortit son portable. Enregistrez une vidéo. Confessez tout. Demandez pardon aux victimes. Avertissez les autres entrepreneurs qui suivent vos pas. Je m'assurerai qu'elles parviennent à qui de droit. Qui me pardonnera? Les familles? Les enfants? La France? Peut-être personne, répondit honnêtement le prêtre. Peut-être que tout le monde vous haïra jusqu'à votre dernier souffle. Mais il y en a un qui vous pardonnera si votre repentir est sincère. Et à la fin, seul son pardon compte éternellement. Stéphane regarda la caméra du portable. Son reflet sur l'écran noir était méconnaissable, un fantôme de ce qu'il avait été. Enregistré, murmura le prêtre. Il appuya sur un REC. Stéphane parla pendant 17 minutes. Sa voix était faible mais claire. Il confessa tout. Les produits chimiques illégaux, les pots de vin, l'exploitation au travail, les 3 tonnes hebdomadaires de pain jetés pendant que ses employés mangeaient les ordures, les 55 millions d'euros cachés pendant des décennies en fraudant le fisc. Il demanda pardon aux 34 enfants empoisonnés, aux 7 familles de la décharge, aux 40 orphelins qui n'avaient jamais reçu le pain qu'ils avaient demandé. Il pleura. Il confessa que Léo lui avait donné de multiples occasions de se repentir et qu'il les avait toutes rejetées par orgueil. À la fin, d'une voix brisée, il dit, « Si quelqu'un regarde ceci, et est comme j'étais au cupide, orgueilleux, aveugle à son propre péché, je vous en supplie, n'attendez pas d'être sur un lit de mort pour vous repentir. Ne croyez pas aux mensonges que vous pouvez acheter le salut ou reporter l'éternité. L'argent n'achète pas plus de temps quand Dieu dit que c'est fini. Et croyez-moi, ça se termine plus vite que vous ne le pensez. » Il toussa du sang. Le prêtre arrêta l'enregistrement. « Vous l'enverrez » demanda Stéphane. « Ce soir même. »« Père, une dernière chose. Dites-moi. L'homme en blanc, vous le connaissez? Vous savez qui il est? » Le père hésita. « Vous, qu'en pensez-vous? » Je crois savoir qui il est. Mais j'ai peur de le dire à voix haute. Pourquoi? Parce que s'il est celui que je crois, alors j'ai gâché l'opportunité la plus sacrée qu'un être humain puisse recevoir. J'ai vu Dieu face à face, et je l'ai rejeté. Le père ne confirma ni ne nia. Il dit seulement, ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Stéphane ferma les yeux. J'ai vu, j'ai entendu, et j'ai quand même mal choisi. Mais maintenant, que choisissez-vous, maintenant? Stéphane serra la main du prêtre. Je choisis de me repentir complètement, sincèrement. Même s'il est tard,
même si personne ne me pardonne, même si je vais à la tombe et ruiné. Le prêtre sourit. Alors, vous avez gagné la seule chose qui compte. Stéphane mourut 4 heures plus tard. Pas dans la suite privée à 150 000 € par mois, mais dans la salle commune, dans le lit à côté de Madame Marie Dupont, tandis qu'elle lui tenait la main et chantait « Amazing Grace ». Ses dernières paroles furent « Je vois le boulanger, il vient me chercher avec le pain de vie, je peux enfin manger. » Et il expira. La vidéo de Stéphane Moreau devint virale. 300 millions de vues en 3 jours. Le parquet national financier, se basant sur sa confession, lança des enquêtes massives. Ils saisirent les 87 établissements de la boulangerie Moreau et les transférèrent à une fiducie publique administrée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Toutes les boulangeries furent converties en centres de distribution gratuite de pain pour les familles à faible revenu. Elles produisaient maintenant 5 tonnes par jour de pain frais sans produits chimiques illégaux. Zéro gaspillage. Tout ce qui était cuit était distribué gratuitement. Les 40 enfants du foyer La Providence recevaient 50 kg par semaine, comme l'avait initialement demandé Léo. Les 7 familles de la décharge furent embauchées comme employées avec un salaire digne et une sécurité sociale complète. Manon Lefebvre, la mère de la petite Chloé qui avait été miraculeusement guérie, devint l'administratrice générale du programme. Dans les interviews, elle racontait toujours l'histoire de l'homme en blanc qui avait guéri sa fille. Les 34 enfants empoisonnés se rétablirent complètement. Leurs familles reçurent une compensation du gouvernement après que les enquêtes eurent confirmé tout ce que Stéphane avait confessé. Le docteur Christophe Roussel et le docteur Pierre Garnier allèrent en prison pour corruption et complicité. Nicolas Dubois et les cadres de la boulangerie Moreau témoignèrent contre Stéphane en échange de peines réduites. Maître Lambert fut arrêté à Monaco et extradé vers la France. Il purge une peine de 15 ans pour blanchiment d'argent. Les 60 millions d'euros sur les comptes offshore furent tracés, gelés et rapatriés en France. Ils furent utilisés pour créer un fonds d'indemnisation pour toutes les victimes de Stéphane. Lucas et Léa, les enfants de Stéphane, donnèrent une conférence de presse en larmes. Ils demandèrent pardon au nom de leur père et renoncèrent à tout héritage. Tous deux dédièrent leur vie à des œuvres caritatives. La demeure de 7 millions d'euros fut convertie en foyer pour mères célibataires. Et dans la première boulangerie, celle qui appartenait autrefois à la boulangerie Moreau, l'original que le père de Stéphane avait inauguré 60 ans plus tôt, une plaque de bronze fut posée. Elle disait, ici, un homme riche a rejeté le pain de vie. Il a transformé l'aliment sacré en instrument de cupidité. Il a tout tué et a tout perdu. Mais dans son dernier souffle, il a trouvé la seule chose qui importe. Que son histoire nous enseigne, l'orgueil mène à la mort, l'humilité à la vie éternelle. Il n'est jamais trop tard pour le repentir, mais n'attendez pas votre lit de mort pour le chercher. 2 ans après la mort de Stéphane, une journaliste de France Télévisions réalisait un documentaire sur l'affaire. Elle interviewa les 7 familles, les 34 enfants, les cadres, tout le monde. À la fin, elle demanda au père Jean-Luc, « Père, à votre avis, qui était l'homme en blanc ?» En 2 ans, personne ne l'a revu. Il n'y a aucune trace de son identité. C'est comme s'il s'était évanoui. Le prêtre sourit mystérieusement. Et les hommes, que disent-ils que je suis? La journaliste rit. Certains disent un ange, d'autres un prophète. Certains théoriciens du complot disent que c'était un agent infiltré du gouvernement. Et vous, qu'en dites-vous? La journaliste redevint sérieuse. Moi j'ai vu les vidéos. Je l'ai vu guérir Chloé, je l'ai vu confronter Stéphane, je l'ai vu disparaître sans laisser de traces. Elle baissa la voix. J'ai vu les cicatrices sur ses mains. Et père, dans mon cœur, je sais qui il était. Mais j'ai peur de le dire, parce que ça semble fou. Le prêtre posa sa main sur l'épaule de la journaliste. La vérité semble toujours folle à ceux qui vivent dans le mensonge. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir, reviendra-t-il? Demanda-t-elle. Oh oui. Il a dit qu'il reviendrait. Mais la prochaine fois, pas comme un humble pain à rejeter, mais comme un juge pour séparer le bon grain de l'ivraie. La journaliste sentit un frisson. Et Stéphane, pensez-vous qu'il a été sauvé? Après tout le mal qu'il a fait? Le prêtre regarda vers le ciel. Vous vous souvenez du voleur repentant sur la croix? Il a vécu toute sa vie comme un criminel, s'est repenti dans ses dernières minutes, et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis.
Pas après avoir payé ses dettes, pas après avoir souffert au purgatoire. Aujourd'hui. Mais est-ce juste? Stéphane a empoisonné des enfants, exploité des familles, gaspillé des tonnes de nourriture. La justice humaine est une chose, la miséricorde divine en est une autre. Les humains jugent par les actions, Dieu juge par les cœurs. Et dans ces dernières heures, Stéphane a eu un cœur sincèrement repentant. Comment le savez-vous? Parce qu'avant de mourir, il a fait quelque chose que les vrais orgueilleux ne font jamais. Il a confessé publiquement. Pas pour sauver sa réputation, elle était déjà détruite. Pas pour échapper aux conséquences, il était déjà mourant. Il a confessé pour avertir les autres. Pour que sa vie, bien que gâchée, serve au moins de leçon. La journaliste termina l'interview. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle regarda à nouveau la vidéo de Léo confrontant Stéphane. Et pour la première fois, elle entendit vraiment ces paroles. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Son portable sonna. Un message de sa productrice. Les audiences du docu sont incroyables. Ils veulent une suite. Où est l'homme en blanc maintenant? Ça t'intéresse? La journaliste regarda par la fenêtre de son hôtel. En bas, dans la rue, elle vit un homme vêtu de blanc distribuer du pain à des sans-abri. Quand elle cligna des yeux, l'homme avait disparu. Elle sourit. Elle répondit au message, pas besoin de suite. Il n'est jamais parti. Nous sommes simplement aveugles à sa présence. Et dans les églises de toute la France, dans les foyers humbles, dans les hôpitaux où les mourants faisaient face à l'éternité, la même question se répétait. Si le pain de vie frappait à votre porte, s'il vous offrait une dernière chance, seriez-vous comme Stéphane, qui l'a rejeté jusqu'à la quasi-fin? Ou ouvririez-vous la porte pendant qu'il est encore temps? L'histoire de Stéphane Moreau est terminée. Mais l'histoire de l'homme en blanc, cette histoire ne se termine jamais. Parce qu'il continue de marcher, continue de chercher, continue d'offrir du pain aux affamés, même à ceux qui lui demandent de transformer des pierres, en espérant qu'un jour, quelqu'un comprenne enfin que lui-même est le pain. Et maintenant, ma dernière question pour toi, mon ami, qui a écouté cette histoire jusqu'au bout. Si l'homme en blanc frappait à ta porte aujourd'hui, à cet instant précis, que lui dirais-tu? Que demanderais-tu? Que confesserais-tu? Parce que je t'assure une chose, il est plus proche que tu ne le crois. Et ta réponse pourrait changer ton éternité.